L'écologie est une science un peu moins jeune qu'on ne peut croire. Elle a débuté en réalité au 19e siècle et elle s'est penchée sur les problèmes de l'ajustement, de l'adaptation des plantes et des animaux à leur milieu, mais surtout des plantes et des animaux dans leur milieu sauvage. On a élaborer toute une science en faisant des recherches sur l'état naturel et en excluant virtuellement l'influence de l'homme. Au début et jusqu'à assez récemment, l'homme ne faisait pas vraiment partie du paysage végétal et animal, faisait une espèce d'exception dans l'ordre naturel. Inutile de dire que la perception que nous avons de l'homme aujourd'hui est bien différente et qu'on s'est aperçu que les méthodes qui avaient été inventées par les écologistes, qui en étaient venus même à pratiquer une certaine sociologie végétale, une sociologie animale, et qui s'inspirait malgré tout un peu de la sociologie humaine. Il y avait déjà des échanges à ce niveau-là. Alors, au point où nous en sommes actuellement, l'écologie a envahi un territoire beaucoup plus grand. L'écologie, les principes que connaissent les écologistes nous permettent de mieux intégrer l'homme dans la nature, non seulement dans sa partie animale, c'est-à-dire dans ses fonctions purement physiologiques, mais dans ses interventions sociales. L'écologie est capable d'utiliser les données des sciences de l'homme, de sorte que nous assistons actuellement à ce spectacle un peu nouveau du mariage des sciences de l'homme et des sciences naturelles. Ce mariage, je pense qu'il se fait d'une façon plus prometteuse, plus efficace, à la lumière de ce qu'on appelle la crise de l'environnement depuis une dizaine d'années. La limitation des ressources, l'augmentation de la population, c'est rien de nouveau, ça, mais c'est nouveau au niveau de la conscience populaire et de la conscience politique et économique. On a resitué ce problème-là dans un cadre qui pourrait bien être celui de l'écologie, qui est plus général que celui de l'économie. Au sujet justement de cette crise de l'environnement, dans un volume assez récent que vous avez publié qui s'intitule La Terre des hommes et le paysage intérieur, vous proposez qu'on adopte, que les hommes adoptent devant la croissance économique une attitude de joyeuse austérité. Pourriez-vous nous dire ce que vous entendez plus précisément par cette joyeuse austérité-là et sur quoi est fondée cette conviction pour vous? Bien, s'il est nécessaire que nous ménagions davantage les ressources qui sont à notre disposition, ici et ailleurs, à l'échelle de la planète, s'il faut que nous nous privions d'abord du gaspillage et éventuellement de choses qui nous paraissent plus essentielles, si ceci est nécessaire et dans la vision du monde, des ressources et de la population qu'ont certains écologistes, ceux par exemple du Club de Rome, eh bien on ne peut pas continuer sur la voie dans laquelle on est engagé. Alors il va falloir qu'on se restreigne. Pourquoi on ne peut pas continuer? Bien, pourquoi il faut se restreindre? C'est que certaines ressources qui nous sont accessibles actuellement s'épuiseront dans un avenir qu'on peut prédire à quelques décennies près, que d'autre part, on ne peut peut-être pas quand même être si technologiquement optimiste que de faire confiance à la technologie et à la science et dire ne vous en faites pas, on trouvera des moyens, on découvrira d'autres ressources aujourd'hui non exploitables mais qui le deviendront. C'est vrai qu'il faut que nous continuions à faire des recherches dans ce sens-là. Seulement, la certitude que nous pouvons avoir de toujours à rattraper une société gaspilleuse, excessivement consommatrice, ça, moi j'ai beaucoup de doutes là-dessus et je conclus avec bien d'autres qu'il faut économiser, qu'il faut nous restreindre, qu'il faut vivre comme certains politiciens commencent à nous le recommander, à l'intérieur de nos moyens, ici et ailleurs.
Vous avez des exemples de comment cette austérité-là pourrait se concrétiser pour nous? Bien, cette austérité que je voudrais joyeuse et qui ne serait joyeuse que si elle était volontaire, c'est-à-dire si elle se faisait avant qu'on soit strictement obligé, pendant la guerre, par exemple, et pendant la crise du pétrole, et demain la crise du sucre, il faudra bien qu'on consomme moins. En deçà de cette crise aiguë, si nous savons nous discipliner, nous contenir, nous maintiendrons une joie qui disparaîtra sous la coercion. Alors, comment nous acheminer sagement vers un programme de consommation et de diversification de l'activité humaine dans le paysage, si ce n'est en adoptant des solutions intermédiaires, en nous imposant volontairement des choses comme la diminution de la vitesse sur les routes publiques, la diminution de la consommation de choses non essentielles comme le tabac et l'alcool. Actuellement, cette restriction se fait par la hausse des prix et non pas par un consentement à la sous-consommation. La question du stationnement, nous imposer de ne faire une loi dans la ville de Montréal, par exemple, comme quoi, de 7 heures du matin à 7 heures du soir, il s'est interdit de stationner dans le centre-ville. Alors, dans une société qui commencerait enfin à planifier la distribution et la consommation de ces ressources par des gestes intermédiaires, joyeux autant que possible, on se préparerait mieux à vivre une vie plus rationnelle, plus à la mesure de nos moyens.